Dans la rue de droite, je peux rouler à 40 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quand vous avez une limitation de vitesse et un panneau de danger qui est mis juste au-dessus, la limitation de vitesse est pour le danger. C'est comme si vous aviez la tête avec la limitation de vitesse et le petit chapeau au-dessus de votre tête. Donc ça, ce sont des panneaux communs. Donc les 30 km/h, c'est à partir du panneau et ça va durer tout le temps du danger. Si je tourne à droite, je ne serai plus limité à 30 km/h. Ne pas confondre avec ce panneau-là qui nous dit zone 30. Et là, c'est aussi sur les côtés, donc je serai limité à 30 km/h. Donc si je tourne à gauche ou à droite, je serai limité à 30 km/h. Mais là, c'est pas une zone. Donc c'est uniquement cette rue jusqu'au danger. Donc dans la rue droite, est-ce que je pourrais rouler à 40? Oui, réponse A. Pour éviter l'incendie, je fais demi-tour. Oui, réponse A. Non, réponse B. Même si on voit qu'il n'y a personne derrière pour le moment, je ne fais surtout pas demi-tour à cause de l'incendie qu'il y a devant. C'est trop dangereux parce que je risque de bloquer la circulation et de créer un accident aussi derrière moi et les pompiers vont avoir de gros problèmes pour accéder au lieu de l'incendie. Alors que faut-il faire? Il faut arrêter le véhicule, donc vous respectez surtout les distances de sécurité entre vous et le véhicule de devant, il ne faut pas s'approcher, de manière à éviter que votre véhicule brûle aussi. Donc vous laissez le véhicule sur place avec moteur éteint et les clés dessus, et ensuite vous allez vous mettre en sécurité. Donc vous avez des indices sur les côtés, vous voyez ici et là, pour vous mettre en sécurité. Mais surtout, avant, si vous êtes le premier à réagir, n'oubliez pas d'appeler les secours avant sur les bornes d'appel de secours. Donc, pour éviter l'incendie, est-ce que je fais demi-tour? Non, surtout pas, c'est trop dangereux. Réponse B. Je tourne à droite. Je passe le premier. Oui, réponse A. Non, réponse B. On peut voir que on a un feu tricolore. Ce feu tricolore est orange au milieu, donc ça veut dire que là, le feu ne fonctionne pas, que les autres non plus ne fonctionnent pas, hein. Quand c'est comme ça, il n'y a aucun feu qui fonctionne. Donc en face, il a aussi le orange clignotant. Quand j'ai le orange clignotant, je dois regarder ma signalisation. Et là, on me dit que j'ai un céder le passage. Donc, dans cette condition-là, quand le feu clignote, je dois prendre en compte ce céder le passage. Sinon, quand mon feu fonctionne normalement, je l'oublie, ce céder le passage. Il ne me concerne pas dans ce cas-là. Mais là, comme ça clignote, je sais que je dois céder le passage. Donc, j'imagine un petit céder le passage ici. Je regarde en face. Là, il a aussi un céder le passage. Comme moi je tourne à droite, je ne traverse pas la voie d'en face, je vais tourner à droite, donc je passe le premier. Oui, réponse A. Je circule dans de bonnes conditions de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc on peut voir que le véhicule derrière me serre un petit peu, et en plus de ça, il pleut, donc la chaussée est humide, et je n'ai pas mis mes essuie-glaces. On voit que là, j'ai pas une très bonne visibilité sur mon pare-brise, donc non, je ne circule pas dans de bonnes conditions de sécurité. Donc réponse B. Je peux tester moi-même mon alcoolémie grâce à un éthylotest chimique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Électronique. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Vous avez possibilité d'acheter les deux types d'éthylotest. Donc, il existe l'éthylotest chimique, qui est celui-ci, et ensuite vous avez l'éthylotest électronique, qui est celui-ci. Ces deux-là sont accessibles à tous les conducteurs et donc vous permettent de savoir si vous êtes positif ou pas, donc si vous pouvez prendre le volant ou pas. Donc là, c'était oui aux deux, donc réponse A et C. La signalisation m'annonce une chicane dans 150 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Nous sommes hors agglomération, puisque l'entrée d'agglomération est ici. Donc, quand c'est hors agglomération, un panneau de danger comme celui-ci est toujours mis 150 mètres avant un danger. Donc, dans 150 mètres, je vais avoir une chicane. Je roule à 70 km/h, ce qui est une allure assez rapide par rapport à la chicane qui sera annoncée. En plus de ça, je rentre en agglomération où je serai limité à 50 km/h. Peut-être même qu'à cause de la chicane, je devrais ralentir vers les 30 km/h. Tout dépend de l'importance de la chicane. Donc, dans tous les cas, je dois ralentir aussi. Donc, est-ce que ça annonce une chicane dans 150 mètres? Oui, réponse A. Est-ce que je ralentis? Oui aussi, réponse C. Donc, A et C. Je freine. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je place le pied devant le frein. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, si on remet la vidéo en arrière, vous voyez, on voit que le feu est vert depuis un bon moment déjà. Donc, il risque de passer certainement orange, peut-être au moment où je vais arriver dessus. C'est à moi d'anticiper et d'essayer de prévoir que le feu va passer orange. On peut s'en douter. Donc là, je vais pas freiner parce que le feu est encore vert. Ça peut surprendre celui de derrière, mais je vais me préparer à freiner. Je vais lâcher l'accélérateur pour perdre un petit peu d'allure progressivement. Et puis je vais placer mon pied au-dessus du frein pour me préparer et gagner en temps de réaction si mon feu passe orange. Évidemment, je surveille aussi dès maintenant à l'arrière pour savoir si je pourrais me permettre de m'arrêter au niveau du feu orange. Ma décision, je la prends maintenant avant que le feu passe orange. Donc là, est-ce que je freine? Non, réponse B. Est-ce que je place le pied devant le frein? Oui, réponse C. Donc c'est B et C. Un vent latéral violent est dangereux lors du dépassement d'un poids lourd. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je tracte une caravane. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, quand vous avez du vent qui est latéral, eh bien, s'il vient de ce côté-là, par exemple, à partir du moment où vous allez arriver à hauteur du camion, vous n'aurez plus de vent. Et puis, dès que vous allez finir de le dépasser, vous allez retrouver du vent. Donc, évidemment, quand on dépasse un poids lourd, il faut faire attention. Si je tracte une caravane, je suis beaucoup plus sensible au vent. Donc là, c'est pareil. Que je dépasse ou pas, il va falloir que je fasse plus attention, donc c'est plus dangereux. Donc, réponse A et C. Sur cet emplacement, je peux m'arrêter pour faire une pause. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Ce panneau est à connaître par cœur. Ça veut dire un emplacement d'arrêt d'urgence uniquement. C'est pas un parking, c'est pas une aire de repos. Donc je peux m'y arrêter qu'en cas d'urgence. Donc je ne peux pas y faire une pause.
La preuve, vous avez aussi la borne SOS qui est ici. C'était réponse B. À cause du rétrécissement de voie annoncé, je vais devoir renoncer à dépasser ce poids lourd pour me rabattre dans la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, est-ce que je vais devoir renoncer à dépasser ce poids lourd-là à cause du rétrécissement? On peut voir que le rétrécissement passe de 3 voies, là il y en a 3, 1, 2, 3, à 2 voies. Et c'est la voie de gauche, donc la troisième voie, qui va s'arrêter et ils vont être obligés de revenir dans cette voie-là. Moi, je n'ai pas obligation de revenir dans la voie de droite. Je peux continuer mon dépassement. Ceux qui sont dans la voie de gauche et qui doivent revenir dans la voie de droite, d'ailleurs, ne seront pas prioritaires, ils changent de voie, donc ils devront me laisser la priorité de passage. Attention, hein, ceci dit, je dois rester super vigilante, mais rien ne m'interdit de continuer le dépassement et rien ne m'oblige à revenir, comme c'est écrit ici, dans la voie de droite. Puisque j'ai ma voie qui continue, je peux continuer dans cette voie-là sans aucun problème. Donc c'était réponse B. Sur cet emplacement, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, on peut voir que ce sont des aménagements qui ont été faits pour les arrêts et stationnements. J'ai le droit de traverser une voie réservée. Donc là, c'est une bande cyclable. J'ai le droit de traverser la bande cyclable pour aller me stationner ici. Dans ce genre d'emplacement, s'il n'y a rien de particulier, s'il n'y a pas de panneau qui me dit l'inverse, j'ai le droit de m'arrêter et de stationner. Donc, c'est réponse A et C. Cette signalisation m'informe que je devrais tourner à gauche à la prochaine intersection. Vraie réponse A, faux réponse B. Alors là, en fait, c'est pour m'informer qu'il y a une chicane et que je vais devoir contourner cette chicane. Ça ne me donne pas une obligation de tourner à gauche à la prochaine intersection. L'obligation de tourner à gauche à la prochaine intersection, c'est ce panneau-là. D'ailleurs, vous voyez, c'est un panneau rond d'obligation. Donc c'était réponse B. Le conducteur de cette voiture habite ici. Il a le droit de stationner devant son portail. Vraie réponse A, faux réponse B. Alors, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas de différence, aux yeux de la loi, hein, entre une voiture d'un inconnu et votre propre véhicule. Si vous vous garez devant votre portail, c'est considéré comme une appropriation du domaine public. Et donc le code de la route qualifie ça comme un arrêt ou un stationnement gênant devant les entrées carrossables des immeubles, que ce soit votre bâtiment ou pas. Il n'y a pas de distinction de fait. Donc, il n'a pas le droit de stationner ici. En plus de ça, là, il est sur un trottoir. Les piétons ne peuvent plus passer, ni quelqu'un en fauteuil roulant, ni une personne avec une poussette, un landau. Il va être obligé d'aller sur la route. Et ça, vous n'avez pas le droit de stationner sur le trottoir, sauf si il y a une signalisation qui vous donne l'autorisation. Mais là, c'est pas le cas. Donc, pour ces deux raisons-là, vous ne pouvez pas stationner ici. Réponse B. À la prochaine intersection, je vais rencontrer un céder le passage. Vraie réponse A, faux réponse B.
On voit un indice ici visuel qui nous informe d'un danger avec un sens giratoire. Donc, quand c'est un sens giratoire, ça veut dire que je devrais, moi, céder le passage à ceux qui sont dans l'anneau déjà. Donc, j'aurai un céder le passage en effet. Donc, c'est réponse A. Avec mon véhicule électrique, je peux m'arrêter sur cet emplacement pour faire descendre mon passager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner sur cet emplacement pour aller faire mes courses. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, le panneau veut dire qu'il est interdit de stationner, sauf pour les véhicules électriques qui ont besoin d'effectuer une charge, donc de recharger leur batterie. Mais il n'est pas interdit de s'arrêter. La définition de l'arrêt, c'est quoi? C'est pour descendre ou déposer un passager, ou alors, pareil, pour charger notre voiture de bagages ou pour enlever les bagages, à condition qu'on reste à proximité immédiate du véhicule et qu'on puisse dégager tout de suite si besoin. Donc là, est-ce que je peux m'arrêter sur cet emplacement pour faire descendre mon passager? Oui, réponse A. Est-ce que je peux stationner sur cet emplacement pour aller faire mes courses? Là, non, je ne peux pas stationner, sauf si je charge mon véhicule. Et là, c'est pas pour faire charger mon véhicule, c'est uniquement pour faire mes courses. Donc, c'était réponse A et D. Je le dépasse par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. On est dans un carrefour à sens giratoire. On voit que ce tracteur-là, il a mis son clignotant à droite. Donc on peut supposer qu'il va vouloir sortir. Si moi je passe à sa droite, ça va être l'accident. D'accord? On ne dépasse pas par la droite de toute manière. Sauf s'il avait à tourner à gauche, dans ce cas-là, pourquoi pas. Mais là non, il a mis son clignotant à droite, c'est peut-être pour sortir ici. Donc je ne dépasse pas par la droite. Réponse B. Lors d'un contrôle routier, le niveau sonore du véhicule peut être mesuré. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et oui, la police ou la gendarmerie ont des équipements exprès pour justement faire les contrôles de niveau sonore. Ils peuvent faire une mesure, donc c'était réponse A. Le moteur est coupé, le conducteur descend immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc toujours avant de descendre d'une voiture, on doit toujours regarder dans les rétroviseurs et en vision directe pour voir ce qui se passe dans l'angle mort. Mais là, rien que dans les rétroviseurs, on peut apercevoir qu'il y a quelqu'un justement sur le côté. Donc si j'ouvre ma portière, je vais percuter ce cycliste. Donc c'était réponse B. 40% des accidents mortels chez l'enfant passager surviennent lors des trajets inférieurs à 3 km. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et oui, c'est vrai. 40% des accidents mortels, ça survient souvent dans les 3 premiers kilomètres. Et souvent parce que il y a aussi les parents qui n'attachent pas dans les 3 premiers kilomètres. Il faut toujours attacher votre enfant dans son siège, même si vous faites des petits trajets. Donc là, c'était réponse A. Circuler 10 km/h en dessous de la limite autorisée, diminue la pollution, réponse A. Améliore la qualité de l'air,
réponse B. Économise du carburant, réponse C. Diminue le temps de réaction, réponse D. Alors c'est vrai que si on circule en dessous de la limitation de vitesse, ça nous permet de diminuer la pollution parce qu'on va énormément consommer de carburant en moins, parce qu'il y aura beaucoup moins de frottement de l'air aussi notamment. Donc là, c'est déjà réponse A et C. Et ensuite, si on pollue moins, évidemment, on va améliorer la qualité de l'air aussi. Donc c'était réponse A, B et C. Pour dépasser ce cycliste, j'ai le droit d'empiéter sur la voie de tramway. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je laisse un intervalle latéral d'au moins 1 mètre. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, pour dépasser ce cycliste, j'ai en effet le droit d'empiéter sur la voie de tramway, à condition qu'il n'y ait personne dans le rétroviseur, c'est-à-dire pas de tramway qui arrive par derrière, ni en face, parce que des fois il n'y a pas forcément de voie là, ça peut être dans l'autre sens. Donc je dois m'assurer qu'il n'y a pas de tramway qui utilise cette voie-là, et puis qu'il n'y ait pas non plus un petit marquage au sol qui me l'interdise. Il pourrait y avoir une bande blanche ici par exemple, ce n'est pas le cas. D'accord ? Donc là, j'ai le droit de m'écarter pour dépasser ce cycliste, puisqu'il n'y a personne ni derrière ni devant. Donc là, c'était la réponse A. Ensuite, est-ce que je laisse un intervalle d'au moins 1 mètre ? Vous avez vu, nous sommes en agglomération, donc l'intervalle minimum obligatoire est toujours de 1 mètre au minimum. Donc là, c'était la réponse C. Le pare-brise doit être muni d'au moins un essuie-glace. Oui, réponse A. Non, réponse B. La lunette arrière doit être munie d'au moins un essuie-glace. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les essuie-glaces sont obligatoires à l'avant, on doit en avoir au moins un. Et à l'arrière, il n'y a rien d'obligatoire. D'ailleurs, certaines voitures n'ont même pas de vitre à l'arrière. Si c'est une petite camionnette, une fourgonnette, il n'y a peut-être pas forcément de vitre non plus. Donc là, c'était réponse A et D. En plus des feux de croisement, j'allume les feux de brouillard avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux de brouillard arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc on va faire une petite révision de savoir quand est-ce qu'on a le droit d'utiliser les feux de brouillard. Alors je vous dessine une voiture. Alors, à l'avant, j'ai le droit d'aller utiliser en cas de brouillard, neige et pluie. À l'arrière, j'ai le droit en cas de brouillard, neige, mais surtout pas par temps de pluie. Pourquoi ? Parce que ça éblouit. Vous savez, le feu rouge, il est tellement intense que ça éblouit les véhicules à l'arrière. Alors, il y a un moyen mémotechnique pour retenir ça. Vous connaissez la banque BNP. Je fais pas de pub, mais c'est ça. Donc, n'oubliez pas de passer à la banque avant d'aller chercher, pour les enfants qui sont à l'arrière, avant d'aller chercher les Choco-BN. Donc, il faut passer à la banque avant, BNP à l'avant, pour avoir des Choco-BN à l'arrière, pour les enfants à l'arrière. Donc, c'est le petit moyen pour mémoriser ça. Donc, est-ce que j'ai le droit dans cette situation ? Là, il neige, vous voyez. Donc, à l'avant, j'ai le droit, neige, et à l'arrière, j'ai aussi le droit. L'arrière est interdit par temps de pluie. Donc, réponse A et C.
Dans cette situation, je reste à la même allure, réponse A. Je ralentis, réponse B. Alors, les panneaux bleus et les cartouches là, ici, et là, rouges, m'indiquent bien que je suis sur l'autoroute. Si je continue sur la voie droite, je prendrai la direction de Turin. Et on voit qu'il y a une limitation de vitesse ici, avec un panonceau, avec une flèche sur la droite. Ça veut dire que les 110 km/h seront pour ceux qui utilisent la voie de droite et qui veulent partir vers la droite. Eh bien, c'est notre cas. Moi, actuellement, je circule à 130 km/h et je dois rouler, puisque je vais à Turin vers la droite, je dois rouler à 110 km/h, donc je ralentis. Réponse B. En sortant de ma voiture, mon passager avant doit ouvrir sa portière de préférence avec la main gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et oui, c'est vrai, parce que l'intérêt, c'est de pouvoir se retourner beaucoup plus facilement. Si j'utilise ma main droite, je n'arriverai pas à me retourner réellement pour voir ce qui se passe dans l'angle mort, par exemple. Si j'ouvre avec ma main gauche, je verrai beaucoup mieux parce que je vais pouvoir me retourner beaucoup plus amplement de manière à voir ce qui se passe dans l'angle mort. Donc là, c'était réponse A. En période probatoire, avec un taux d'alcool de 0,10 mg par litre d'air expiré, je risque une perte de 3 points, réponse A, 6 points, réponse B. Alors, il y a deux façons pour mesurer l'alcoolémie. Il y a l'éthylomètre, à ne pas confondre avec l'éthylotest. L'éthylotest, c'est juste pour vous dire si vous êtes positif ou pas, mais ça ne mesure pas. Par contre, l'éthylomètre, donc dans mètre, il y a bien mesure. Donc l'éthylomètre, lui, mesure l'alcool en milligrammes par litre d'air expiré. Vous soufflez dans un appareil et ça vous donne les milligrammes par litre d'air expiré. La prise de sang, elle mesure l'alcool, par contre, là c'est différent, en grammes par litre de sang. Donc les unités de mesure ne sont pas les mêmes. Milligrammes par litre d'air expiré, grammes par litre de sang. Pour les conducteurs en période probatoire, la limite est de 0,10 mg par litre d'air expiré, ce qui correspond à 0,20 g par litre de sang. Donc si je suis positif, c'est-à-dire que j'ai dépassé cette limite, je suis sanctionné par un retrait de 6 points sur le permis de conduire. Donc réponse B. Avant de tourner, je cède le passage au cycliste, oui, réponse A, non, réponse B. Au piéton, oui, réponse C, non, réponse D. Donc, j'ai quand même le droit de tourner ici. C'est écrit interdit de tourner à droite, mais ça ne me concerne pas parce que j'ai un panonceau qui me dit que ça ne concerne que ceux qui font plus de 3,5 tonnes. Donc, c'est pas ma catégorie de permis. Donc, ce panneau-là, je l'oublie. Ok ? Ensuite, là, on voit un cycliste qui est sur une bande cyclable. Et vous avez vu, il n'a pas de stop ni de céder le passage. Et puis, sa bande cyclable, elle ne s'arrête pas. Elle continue. Donc moi, quand je vais tourner, je vais emprunter sa voie pour ensuite pouvoir aller ici. Donc je dois le laisser passer, je dois le laisser continuer dans sa voie pour ensuite tourner.
Donc avant de tourner, est-ce que je cède le passage au cycliste? Oui, réponse A. Ensuite, le piéton, on voit qu'il est en train de traverser. Là, il est sur le passage piéton, il est en train de traverser la route. Il est donc prioritaire. Ce qui veut dire que je dois laisser passer les deux, le cycliste et le piéton. Donc réponse A et C. Normalement, je devrais rencontrer un stop, réponse A, un céder le passage, réponse B, une voie d'accélération, réponse C, une voie de décélération, réponse D. Donc là, les panneaux nous indiquent que nous allons prendre la direction de l'autoroute. Nous avons une confirmation, on voit bien la rambarde ici. Donc on va avoir ici une voie d'insertion. Donc qu'est-ce que c'est une voie d'insertion? C'est une voie où vous allez devoir accélérer pour essayer d'avoir la même allure que les autres pour pouvoir vous insérer. Et vous devrez en règle générale céder le passage. Priorité à ceux qui sont déjà sur l'autoroute. Donc là, c'était réponse B et C. Stationner son véhicule de cette façon abîme les pneus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Abîme les suspensions. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc stationner à cheval sur le trottoir, c'est interdit normalement, sauf si vous avez une signalisation qui vous l'autorise. Et là, vous le voyez bien, c'est le cas. On a le droit de stationner. Par contre, ils sont en contresens de circulation. C'était pas possible. Alors, le fait de stationner à cheval comme ça, c'est pas génial pour les pneus. Ça a quand même un impact en fait sur les pneus, les pneumatiques, la direction. Parce que déjà, quand vous montez dessus, vous risquez de pincer un petit peu le flanc du pneu et de modifier aussi la géométrie de votre train roulant. Donc, une durée de stationnement trop longue sur ce type de trottoir, ça réduit aussi la durée de vie des amortisseurs. Réponse A et C. Mon acuité visuelle diminue lorsque je circule dans un tunnel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule de nuit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, qu'est-ce que c'est que l'acuité visuelle? C'est la capacité à discerner un petit objet qui est situé le plus loin possible. Cette acuité visuelle, elle va varier en fonction de différents facteurs. En conditions de vision nocturne, lorsqu'il fait nuit, ou lorsque la luminosité elle est faible, comme dans un tunnel par exemple, l'acuité visuelle elle chute, elle est vraiment moins bonne parce qu'il y a votre rétine qui se réduit. Et c'est la même chose quand vous circulez de nuit. Donc là, je circule dans un tunnel, en effet ça diminue l'acuité visuelle, réponse A. Je circule de nuit, ça diminue aussi l'acuité. Donc A et C. Circuler avec une voiture électrique réduit la pollution. Oui, réponse A. Non, réponse B. Réduit le bruit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors c'est vrai qu'une voiture électrique, ça permet de réduire la pollution. Et en plus de ça, le bruit est moins important. Un moteur électrique fait beaucoup moins de bruit qu'un moteur thermique. Donc c'était réponse A et C. Je pourrais tourner à droite si je conduis une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je conduis une camionnette. Oui, réponse C. Non, réponse D.
C'est interdit de tourner à droite pour tous ceux qui sont sur ce panonceau-là. Donc c'est interdit pour ceux qui transportent des marchandises, mais qui sont plus de 5 tonnes 5. Moi, je conduis une camionnette, je vous rappelle, c'est dans le cadre du permis B, c'est en dessous des 3 tonnes 5. Donc je ne suis pas concernée par ce panneau-là, puisque c'est pour les plus de 5 tonnes 5. Donc réponse A et C. Je m'arrête pour laisser passer ce piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Nous avons le feu qui est vert. Nous avons un piéton qui est sur la chaussée. Il n'est pas sur le trottoir, il est sur la chaussée, sur la voie réservée pour les bus. Donc il n'est pas non plus dans notre voie, il est dans une voie à côté. Les deux jambes bien serrées, les mains dans les poches. Certes, il ne nous regarde pas, mais apparemment, il n'a pas l'intention de vouloir traverser. En plus de ça, si nous sommes au vert, lui, son petit bonhomme, donc le pictogramme, il est au rouge. Donc normalement, il n'a pas à passer. Donc nous sommes prioritaires. On va s'arrêter si c'est un cas de danger immédiat. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas le faire dans toutes les situations, parce que si derrière, on freine brusquement alors qu'on est au feu vert, ce derrière risque de nous rentrer dedans. Donc, on s'arrêtera qu'en cas de danger immédiat. Par contre, vous allez fortement ralentir pour être prêt à vous arrêter s'il décide de s'engager au dernier moment. Ça ne vous empêche pas d'être en alerte et d'être prêt à. Ça veut dire que vous lâchez l'accélérateur et vous mettez votre pied au-dessus du frein. Peut-être même que c'est intéressant aussi, pas forcément de freiner, mais de faire des petits appels de feu stop. C'est-à-dire que, vous savez, les premiers petits centimètres sur votre pédale de frein, quand vous appuyez dessus, ça ne freine pas encore. Par contre, les feux stop derrière s'allument déjà. Donc, vous signalez à ceux derrière que vous êtes en train de freiner, alors que vous ne freinez pas. Mais donc, du coup, derrière, ils sont quand même en alerte. Ils sont prêts à freiner aussi. Donc, ça peut être un message aussi d'utiliser un feu stop sans le faire fonctionner réellement. Donc là, est-ce que je m'arrête pour laisser passer ce piéton? Non, je ne m'arrête pas. Réponse B. La signalisation m'annonce un feu tricolore, réponse A, un ralentisseur, réponse B, un endroit fréquenté par les enfants, réponse C, une école, réponse D. Bon, alors tout d'abord, on voit bien que ici, on nous annonce un feu tricolore. Donc là, déjà, il y a la première réponse qui est la réponse A. Ensuite, est-ce qu'on nous annonce un ralentisseur, un endroit fréquenté par les enfants, une école? Donc on va revenir en arrière pour voir la suite. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un premier panneau, ici, là, qui nous annonce que c'est un endroit fréquenté par les enfants parce qu'il y a, en panonceau, ça nous le note, une école. Est-ce qu'il y avait un panneau de ralentisseur? Non. Donc c'était A, C et D. En règle générale, pour réduire la consommation de carburant, je réduis ma vitesse moyenne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je maintiens une vitesse constante. Oui, réponse C. Non, réponse D. Et oui, réduire ma vitesse moyenne, ça va me permettre de baisser ma consommation de carburant. On le voit surtout sur autoroute, la différence, elle est énorme. Entre les 110 km/h et les 130 km/h, à 130, vous allez consommer beaucoup plus qu'à 110 km/h. Donc c'est important, en effet, de réduire votre allure pour pouvoir baisser votre consommation de carburant. Ensuite, si je maintiens une allure constante, ça va aussi aider. Pourquoi? Parce que ça va éviter des accélérations,
des freinages, des accélérations de nouveau, des freinages et encore accélération, parce que une accélération, ça consomme énormément. Donc si je maintiens une allure constante, je consommerai moins aussi. Donc c'est réponse A et C. Je m'engage, réponse A, ou j'attends, réponse B. Ici, on est en agglomération, donc on doit laisser un intervalle de 1 mètre si on veut dépasser. Là, le passage à niveau est ouvert, donc je pourrais dépasser si je le souhaite. Mais là, le problème, c'est que si je fais mes 1 mètre de distance de sécurité, je vais être trop proche de ce piéton-là. Je ne pourrai pas non plus respecter les 1 mètre de sécurité. Donc là, j'attends, je reste derrière et j'attends qu'il y ait un meilleur moment pour effectuer mon dépassement. Donc c'est réponse B. Le stationnement sur ces deux emplacements sont gratuits, réponse A, payants, réponse B, à durée limitée, réponse C. Alors, vous avez vu, le marquage au sol est de couleur bleue. Quand c'est de couleur bleue, c'est qu'on est dans un stationnement où c'est gratuit, mais que c'est aussi quand même à durée limitée. C'est-à-dire que vous devez mettre un disque de stationnement, vous y mettrez votre heure d'arrivée et vous aurez de l'autre côté votre heure de départ. En règle générale, c'est limité à 1h30 dans les agglomérations, c'est souvent ça. Donc là, est-ce que c'est gratuit? Oui, réponse A. Est-ce que c'est à durée limitée? Oui, réponse C. A et C. La pollution est constituée de gaz carbonique? Oui, réponse A. Non, réponse B. De particules métalliques? Oui, réponse C. Non, réponse D. La pollution, c'est constitué, là, les échappements de CO2, donc de gaz carbonique. Et dedans, il y a aussi des particules métalliques dans les émissions de gaz. Et tout ça, c'est responsable du changement climatique, hein, d'ailleurs. Donc là, c'était réponse A et C. Pour tourner à gauche, je peux changer de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, on constate qu'il y a deux voies. Donc pour aller à gauche, il va falloir absolument que je prenne cette voie-là. Vous avez vu, là, elle est pour aller tout droit ou à droite. Donc il va falloir que je change de voie. Donc manifestement, je suis en sens unique. Maintenant, il va falloir que je regarde si personne ne m'a dépassé. Alors je vais revenir en arrière et vous allez regarder de nouveau. Qu'est-ce qu'on constate? Vous avez vu là dans le rétro? Il y a une voiture qui est en train de dépasser. Donc en fait, là, elle est arrivée dans mon angle mort. Ce qui fait que je ne peux pas changer de voie. Donc là, c'était réponse B. J'utilise une raclette pour enlever la couche de givre présente sur mon pare-brise. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux actionner le désembuyage du pare-brise pour accélérer le processus. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Oui, donc pour enlever la couche de givre, il faut utiliser évidemment une raclette spécifique parce que sinon vous allez avoir des grosses difficultés à enlever le givre sur un pare-brise. Des fois même avec une raclette c'est bien compliqué. Et pour aider ça, vous pouvez actionner en effet le désembuyage du pare-brise pour pouvoir accélérer le processus. Donc là c'était réponse A et C.